Bienvenue à cet atelier, je vous propose de commencer. La thématique de l'atelier du jour tourne autour de l'outillage de la pédagogie. On a pu en entendre parler durant la conférence de lundi matin pour celles et ceux qui étaient présents. Je suis Cécile Marin, chargée de mission au Carrefour F Occitanie, et j'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui en présentiel enfin pour animer cet atelier. Et je suis du coup accompagnée et soutenue par deux de mes collègues du Carrefour F Occitanie qui vont me soutenir dans l'animation. Notamment Pascaline, que vous avez déjà dû croiser puisqu'elle fait signer la feuille d'émargement. Je vous prie de bien vouloir la signer si ce n'est pas déjà fait. Et Tamara, du coup, qui est notre chat liveuse du jour, qui va du coup accueillir l'ensemble des participants et participantes en distanciel, parce que du coup cet atelier est retransmis aux participants qui se sont connectés sur la plateforme. Donc je les remercie toutes les deux. Je remercie aussi nos 4 intervenants, organismes de formation qui ont bien voulu aujourd'hui témoigner sur cet atelier autour de la thématique de l'outillage de la pédagogie. On est ensemble cet après-midi pour tenter d'illustrer les enjeux de la digitalisation, donc comme je le disais, qui ont été soulevés lors de la conférence de lundi matin. Nous vous proposons ici des retours d'expérience inspirants d'organismes de formation qui ont mené une stratégie de digitalisation où vous allez le voir, qui ont créé des outils. Et nous espérons que cet atelier va pouvoir alimenter votre réflexion sur l'outillage de la pédagogie et surtout vous aider à vous poser des questions utiles et structurantes pour asseoir vos propres projets de digitalisation. L'objectif de cet atelier, c'est de les entendre s'exprimer sur leurs expériences et surtout de faciliter les échanges avec vous dans la salle et avec les personnes qui sont également en distanciel. Donc n'hésitez surtout pas, il y aura un temps de questions-réponses à l'issue de cet atelier pour que vous puissiez échanger avec nos intervenants. Je vais recontextualiser très rapidement la thématique du jour avant de leur donner la parole. On l'a vu, il y a aujourd'hui sur le marché une multiplicité parfois vertigineuse d'outils digitaux vont se poser ici les questions de comment s'y retrouver et comment enclencher une démarche dans la sélection de ces outils-là et voir aussi du point de vue de l'appropriation également par les équipes de formateurs et par les apprenants. On va d'abord faire un tour d'horizon des enjeux et des objectifs derrière l'outillage de la pédagogie. On verra par la suite comment les organismes de formation ont mené cette démarche de digitalisation et on s'intéressera à l'appropriation par les équipes et par les apprenants. Et comme je disais, on consacrera un temps d'échange à l'issue de la présentation de nos intervenants. Je les remercie encore chaleureusement d'être avec nous aujourd'hui et puis je vais les laisser se présenter. Alors je ne sais pas s'il y en a un d'entre vous qui souhaite lancer. Bon, je vais commencer. Super. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Stéphane Tapias, je suis directeur régional de l'innovation et du développement pédagogique et socio-professionnel au sein de BTP CFA Occitanie. BTP CFA Occitanie est une association régionale qui regroupe 5 centres de formation, BTP CFA du Gard, BTP CFA de l'Aude, de l'Hérault, de Haute-Garonne et des Pyrénées-Orientales. Nous formons chaque année à peu près 3200 apprenants sur 60 formations en alternance certifiantes, du CAP au BTS en passant par les titres professionnels. Voilà. Bonjour, je m'appelle Guillaume Isnard et je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Grains Up et qui porte un projet qui s'appelle Programme Pi. Je ne sais pas si je parle bien dans le micro, là, vous m'entendez ? Oui, ok. On a 2 activités. On a une activité de conseil en stratégie, mise en œuvre, création de contenu sur mesure pour les OF ou les entreprises, fourniture d'outils comme LCMS, etc. Et surtout, on a l'activité Programme Pi. Donc Programme Pi, on est OF pour ça. Et on est natifs digitaux, c'est-à-dire qu'on a conçu des formations en mathématiques pour les professionnels, en formation initiale ou formation continue, en prenant appui sur l'outil numérique, on espère à bon escient,
pour redonner des compétences en maths à des gens qui parfois à l'école n'ont pas tout à fait adhéré à la façon d'apprendre. Donc on se sert du numérique en complément bien sûr du présentiel, du tutorat à distance pour essayer de contourner les difficultés liées à l'apprentissage des maths. Voilà, en un mot. Bonjour, Rodolphe Bigot, je suis le fondateur d'OFIAC qui a été créé en 2000. OFIAC est un centre de formation très local sur l'est de l'Occitanie, sur Perpignan, Sète, Montpellier et Nîmes. On est très spécialisé dans tout ce qui est la construction de réseaux de télécommunications et développement de la fibre optique. On a aussi des modules commerce, distribution et orientation professionnelle. On travaille pour les demandeurs d'emploi, pour des alternants et pour des salariés. Donc on a un public varié. Et aujourd'hui, bien sûr, on modernise l'appareil de formation. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bertrand Giffon, je suis fondateur et dirigeant de Be My Media. Nous sommes une entreprise récente, on a 3 ans et on travaille sur justement l'éducation aux médias et à l'information, et notamment à travers un outil digital pour faire pratiquer l'information. C'est une de nos grandes thématiques, c'est la mise en pratique, la lecture, la comparaison de points de vue pour développer la curiosité, la culture générale et l'esprit critique, à la fois donc dès les niveaux lycée, enseignement supérieur, une partie dans l'éducation populaire, et on a des projets également avec des entreprises sur des thématiques transversales de discussion intergénérationnelle et autres débats démocratiques. Merci pour ces présentations. Donc, effectivement, j'avais oublié de le préciser en introduction, mais on a ici deux angles de vue en fait, qui viendront aussi enrichir ces échanges avec 2 organismes de formation qui ont été donc BTP CFA et l'OFIAC, qui ont été notamment accompagnés par la région Occitanie dans leur démarche de digitalisation, et Grains Up et Be My Media qui ont du coup développé leurs propres outils. Donc ce sont 2 angles de vue aussi qui peuvent être intéressants pour nourrir les échanges. Et bien, je vous propose de commencer par la première question pour contextualiser un peu tout ça et remettre aussi du lien avec ce qui a été dit lors de la conférence de lundi matin. Pourquoi digitaliser les outils digitaux ? Autrement dit, quels sont en fait les objectifs aussi pédagogiques derrière la digitalisation des outils pédagogiques ? Ouais, je pense que l'outil digital, c'est vraiment repenser la dynamique de pédagogie attractive. C'est quand même permettre l'accessibilité au public, éloigné physiquement, géographiquement, d'avoir accès à la formation. Et un outil d'individualisation ou de personnalisation de parcours dans le processus, dans le cursus de formation. Monsieur Tapias. Oui, je vais enchaîner. Donc, effectivement, je ne peux pas m'empêcher de reparler du contexte passé, avec le Covid-19, qui a provoqué l'accélération fulgurante du processus de digitalisation dans nos centres de formation, durant lesquels il a fallu assurer de la continuité pédagogique, et dans un premier temps, dans une période de confinement, et ensuite même s'adapter à des fonctionnements et des organisations pédagogiques qui étaient en jauge réduite, on va dire, c'est-à-dire nous on forme des alternants, donc des jeunes qui sont une semaine au CFA et 15 jours en entreprise, et donc il a fallu trouver des modalités pédagogiques pour pouvoir poursuivre cette continuité pédagogique et poursuivre leur montée en compétences. Donc ça a été le premier accélérateur, on va dire. Ensuite, pourquoi digitaliser les outils pédagogiques ? En ce qui nous concerne, c'est aussi d'activer un levier supplémentaire pour gérer la diversité des publics, la mixité des publics, l'hétérogénéité des publics. Aujourd'hui, on est dans un cadre de l'alternance où on est amené à proposer des parcours réduits, des parcours de formation en une année, des parcours personnalisés. Et effectivement, mon collègue parlait de la pédagogie attractive. C'est effectivement dans cette démarche-là qu'on s'inscrit, et je pense qu'effectivement les outils digitaux peuvent nous permettre d'activer ce levier-là.
On parle aussi la digitalisation peut aussi amener un gain d'autonomie pour nos apprenants. On dit toujours que dans l'alternance, l'apprenant doit être et doit rester acteur de sa formation. Donc l'outil digital peut permettre d'enclencher cette dynamique. Et enfin, un dernier enjeu qui nous préoccupe de plus en plus, c'est les entrées-sorties permanentes. Donc là aussi, peut-être que la digitalisation peut être un levier supplémentaire ou une solution pour la gestion de ces entrées et sorties permanentes tout au long de l'année. Merci. Guillaume ou Bertrand? Nous, en fait, quand on a créé l'outil Be My Media, donc c'est une application mobile qui avait vraiment vocation justement de permettre la formation en autonomie et la mise en pratique, qui est quelque chose qui peut se faire sur un temps long. Donc on a vraiment considéré une problématique de digitalisation de l'éducation à l'information sous deux angles. Un angle pédagogique où on a créé des contenus et des temps présentiels qui représentent environ 15% de notre parcours, avec justement une volonté d'aller vers quelque chose qui soit très qualitatif, avec des réels temps d'échange pour valoriser le temps en présentiel. Et par contre, toute la partie qui va être justement de l'ordre du développement des compétences, qui va se faire sur un temps beaucoup plus long, à l'échelle d'une année scolaire ou d'un parcours de 6 mois ou de 12 mois, eh bien, l'outil digital permet justement aux individus d'avoir à disposition au long de la journée, par petites touches, accès à un outil qui leur permette de développer leurs connaissances et leurs compétences. Et c'est comme ça qu'on a vraiment développé l'application mobile pour permettre l'autonomie dans ce domaine d'activité. L'autonomie, c'est aussi l'accompagnement, c'est-à-dire qu'il faut avoir des projets qui soient suffisamment tutorés. Donc on accompagne nos partenaires dans la mise en place de l'outil et dans l'accompagnement de leurs apprenants, parce que c'est vraiment quelque chose de primordial. Si on laisse l'outil seul, eh bien on a un effet d'abandon qui est important, et donc l'accompagnement est aussi important que l'outil digital en lui-même. Mais ça permet quand même une mise en pratique et en autonomie des apprenants. Alors nous, en ce qui nous concerne, quand on a réfléchi aux mathématiques, on ne réfléchissait pas au numérique au départ. On s'est dit comment on va faire pour faire ça différemment, pour amener des personnes à se remettre dans les maths, alors que c'est vraiment, pour la plupart des gens, c'est une corvée totale, quoi, hein, il faut le dire. Je ne sais pas si ici vous avez repris des études de maths adultes. Non, j'imagine qu'il n'y a personne. Oups, même le micro n'aime pas ça. Donc l'idée, c'était de se dire, de varier les modalités. Et on s'est dit, tiens, on va faire aussi de l'animation, de la vidéo, des médias qui sont assez différents pour compléter l'action d'un formateur, d'un tuteur. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, sans ordre d'importance, c'était de maîtriser le contenu. Tous les contenus qu'on a fabriqués étaient des contenus extrêmement précis sur le plan pédagogique, avec des mots choisis, avec des rythmes choisis, avec des séquences qui s'enchaînent, qu'on peut moduler comme on veut, mais en tout cas à l'intérieur de chaque séquence, il fallait que ce soit fait de telle et telle manière pour être efficace. En tout cas, on l'avait conçu comme ça. Et puis enfin, donc ça c'est le deuxième sujet, donc la variété, précision des contenus, maîtrise de ce qu'on délivre, et enfin l'autonomie espérée chez l'apprenant, de revenir quand il le souhaite à temps choisi sur des contenus. Et sur ce dernier point, en fait, on a été extrêmement déçus parce que on s'est rendu compte que l'accompagnement, c'était à ce moment-là que les choses se faisaient, y compris avec le numérique. On voit qu'à peu près 30% des apprenants vont après sur les modules dans notre expérience d'organisme de formation. Et donc ce sujet de l'autonomie n'a pas atteint les objectifs qu'on s'était fixés. On se sert donc beaucoup de modules numériques, mais juste avant ou juste après des séquences de tutorat ou pendant. Mais dans 30% des cas, les apprenants y vont en autonomie
avant ou après, sans qu'on leur demande. Voilà. Donc voilà, 3 objectifs, la variété des contenus, la maîtrise du contenu et l'espoir que l'autonomie soit suscitée chez les apprenants. Merci pour vos réponses. Je vais plutôt m'adresser du coup à Stéphane et Rodolphe, donc respectivement BTP CFA et l'OFIAC, concernant du coup notamment l'accompagnement dont vous avez bénéficié par la région sur justement votre démarche en fait pour sélectionner les outils. On en parlait Stéphane sur la période de confinement par exemple où vous utilisiez 32 outils différents il me semble. Tout à fait, c'est ça. C'est en fait donc la période de confinement a été un peu pour nous, et pour beaucoup de personnes, un peu surprenante. Les formateurs ont dû faire preuve d'agilité, de réaction, de réactivité, peut-être découvrir des outils, s'approprier rapidement des outils, prendre en main certains outils. Et effectivement, nous avons, à la fin du confinement, nous avons fait un recensement auprès de nos équipes et c'est vrai que ce sondage a révélé plus d'une trentaine d'outils utilisés lors du confinement. Voilà, donc ça a permis d'atteindre les objectifs en toute humilité que nous étions fixés pour cette continuité pédagogique. Voilà, donc à la suite de cela, nous avons enclenché un accompagnement auprès du groupe business dans le cadre de la modernisation de l'appareil de formation pour lequel nous avons été accompagnés. Et donc il a été question de faire une analyse de ces outils utilisés. Alors d'abord, avant l'analyse, on a eu des échanges, des retours d'expérience de ces outils. Et ensuite, une analyse, on va dire, critériée de ces outils pour arriver finalement à une harmonisation, dans un premier temps, une harmonisation régionale de ces outils. Donc cette analyse critériée a permis d'identifier les avantages, les inconvénients de chacun, les usages possibles, la modalité synchrone ou asynchrone, le coût bien sûr, outils gratuits, outils payants, mais aussi de répondre à la complémentarité par rapport à l'utilisation d'une plateforme LMS que le 3CA, puisque nous étions dans un réseau de CFA du 3CA, donc avec une mise en place d'une plateforme LMS Learning 360. Donc on a pu analyser ces différents outils-là pour finalement arriver à une sélection de 9 outils. Voilà, donc les critères de sélection, en fait on a identifié 3 familles d'outils incontournables et qui pouvaient répondre à nos besoins. Donc ce sont des outils, d'abord des outils de création de supports, de médias. Ensuite on a identifié donc 3 outils retenus. Ensuite des outils de travail collaboratif, donc 3 outils retenus aussi. Et enfin, on a mis en évidence aussi la nécessité d'utiliser des outils de quiz et d'évaluation auprès de nos apprenants, surtout quand il s'agit de faire des évaluations rapides en fin de séance. Enfin, on en parlera tout à l'heure, mais enfin, on a vu que ces outils-là étaient appréciés par nos apprenants. Voilà, donc aujourd'hui, 9 outils sont référencés. Mais sans dire que l'on va se brider sur ces outils, c'est-à-dire qu'en fait on continue notre veille numérique. Nous, on a nos formateurs qui continuent à faire de la recherche d'outils efficients. Sauf par rapport au confinement, ça a été une démarche individuelle. Là, on est plutôt dans une démarche aujourd'hui collective de l'ensemble de nos formateurs, c'est-à-dire que quand on découvre un outil qui peut répondre à un certain nombre de besoins, il y a une analyse qui est faite au niveau local et régional pour valider ou pas cet outil-là. Et en fait, notre dernier objectif dans cette démarche de sélection d'outils, et c'était aussi dans le cadre de l'accompagnement par le groupe business, c'était de pouvoir former des formateurs à ces outils-là pour qu'ils en soient ensuite le relais auprès des équipes pédagogiques. Voilà, donc être le relais de ces outils, c'est permettre de mettre en place dans nos différentes structures des micro-formations en interne. C'est d'accompagner des collègues qui souhaitent s'inscrire dans une démarche de digitalisation et créer aussi, donc ça c'est en cours, créer aussi un guide d'utilisation des outils
pour les formateurs qui sont recrutés et qui vont être amenés donc à déployer des outils numériques pour créer des contenus pédagogiques. Merci Rodolphe. Peut-être vous souhaitez compléter notamment Oui, bien sur le sûr. choix du LMS. Donc, les objectifs sont un peu similaires avec le CFA du BTP. Mon collègue, nous on l'a pris sur un autre angle. Ça fait quand même plus de 10 ans qu'on essaie de digitaliser pour apporter une modalité pédagogique supplémentaire. On est passé par des programmes expérimentaux, on a tâtonné un peu nous-mêmes avec des open source, etc. Et avant le confinement, on s'était inscrit dans cette démarche d'AMI du Conseil régional pour digitaliser et voir ce qu'on pouvait faire avec un vrai audit. Donc nous, on avait pris bien avant une solution qui est celle de Microsoft. Il n'y a pas trop le choix sur les organismes de formation, Google ou Microsoft. On utilisait Microsoft. Effectivement, le confinement nous a fait accélérer l'utilisation de Microsoft avec tout ce qui était les outils collaboratifs, Teams, les SharePoints, tout ce qui s'ensuit, l'univers lui-même. Et on a absolument cherché un outil qui soit compatible avec Microsoft 365. Dans ce cadre-là, on cherchait aussi quelque chose qui soit évolutif, en se disant que ce n'était pas forcément un informaticien qui digitalisait les cours. Donc chaque formateur pouvait être... alors on est parti, on a vraiment encore cherché, on a pris un gros temps, et on finit par digitaliser sur du PowerPoint animé, avec des Quizeo, avec... et une plateforme qu'on a sélectionnée, donc qui s'appelle Agora Learning, il ne faut pas la citer. Alors, on a été accompagné par Business aussi, avec Capgemini tout début pour tout ce qui était préconisation et centre. Aujourd'hui, on arrive au bout, on est au bilan, mais on a quelque chose qui répond à nos besoins et qui favorise l'appétence des stagiaires parce que c'est animé. Merci. Et on en parlait tout à l'heure, notamment sur la mobilisation des équipes, qui est aussi très importante en fait dans le cadre de ces projets de digitalisation. Je souhaiterais donner la parole du coup à nos deux éditeurs de solutions qui ont pu expérimenter en fait dans le cadre de leurs outils et de la présentation de ceux-ci auprès des équipes de formateurs. Vous avez pu expérimenter certaines réticences. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus ? Oui, en effet, c'est une des grandes thématiques dans le digital. Ça reste donc des outils, et comme tous les outils, il faut apprendre à s'en servir. Et comme toute chose qu'on ne connaît pas, on commence avec des réticences, avec des peurs, avec certaines problématiques. Et il faut vraiment en fait avoir un accompagnement, une formation et une co-construction du projet pédagogique à travers les outils, mais aussi et surtout les pédagogues qui vont intervenir. Pour donner un exemple, nous on a sorti notre première version de l'application la première semaine du premier confinement. C'était assez cocasse puisqu'on avait prévu plusieurs rendez-vous, plusieurs déploiements et plusieurs choses qui devaient se passer justement au sein des établissements. Et en fait, les premiers déploiements ont été faits par mail et sans forcément inclure les équipes dans le projet, et les apprenants recevaient l'information qu'il y avait cet outil qui était mis à disposition. Ça a créé énormément de tensions, énormément de frustration vis-à-vis de la pédagogie. Les directions d'établissements avec qui on travaillait à ce moment-là avaient décidé de le mettre à disposition, et ce manque de communication a créé des grosses problématiques, à tel point que l'outil a été simplement rejeté, abandonné. Les profs avec qui on travaillait ont rejeté l'application et disaient aux apprenants de ne pas l'utiliser.
Donc en fait, on voit vraiment la nécessité en amont de la création d'un programme et d'une digitalisation, ou peu importe l'outil, de consulter et de travailler avec l'équipe pédagogique qui va être en charge de mettre ça en œuvre, de bien expliquer les tenants et les aboutissants, de montrer quelles peuvent être les adaptations, travailler sur la co-construction et l'adaptation aux maquettes pédagogiques de l'outil. Donc il faut en effet avoir des outils qui soient suffisamment souples pour pouvoir s'adapter aux besoins de chaque structure. C'est pas du tout pareil en effet quand on travaille avec un CFA et avec des jeunes qui sont en alternance que dans l'enseignement supérieur ou dans la formation pour adultes, avec des personnes qui ont différents niveaux d'aisance avec l'outil digital en lui-même. Donc ça, c'est vraiment chez nous un point d'attention. C'est la formation des formateurs et l'accompagnement au développement du projet pédagogique avant. Pendant l'utilisation du projet pédagogique, l'accompagnement, être là pour pouvoir rassurer, pour pouvoir résoudre les problématiques techniques. Comme tout le monde, on n'est pas parfait, donc il arrive que notre plateforme ait des problématiques techniques, qu'il y ait des ruptures pendant 3, 4, 5 heures de temps. Donc on essaye d'être très très réactif. Ça, c'est de notre côté en tant qu'éditeur de solutions un devoir, parce que la continuité, la pédagogie ne doit pas être atteinte non plus quand il y a des problématiques de cet ordre-là. Et évidemment, on va jusqu'au bilan et l'accompagnement à la fin de la session en proposant des bilans à la fois sur l'usage digital et comment on peut améliorer les processus pour les prochains déploiements et les prochaines mises en œuvre de projets pédagogiques digital. Monsieur Isnard, je vous laisse. C'était une blague, hein. Il fallait m'appeler par mon prénom. Hein. Ah oui, c'est vrai. On avait su par le prénom, tout à fait. Guillaume. Merci. Donc oui, alors nous, on accompagne, c'est pas notre cœur de métier d'accompagner les OF, mais on l'a fait, moi je l'ai fait à titre personnel dans trois missions, parce que c'était des clients qui utilisaient nos solutions et donc ils nous ont demandé de les aider. Et donc ce que j'ai remarqué, c'est que chacun a sa propre vision du numérique et des modalités parmi les formateurs. Alors je partage le point de vue d'abord que le formateur est au centre du levier de progression ou du blocage sur l'utilisation du numérique. Moi, c'est ma vision. Dans les expériences que j'ai eues, c'est vraiment le formateur qui va faire que le projet va être un succès ou que le projet risque de terminer en jus de boudin. Hein, voilà. C'est en tout cas dans mon expérience. Ensuite, nous, ce qu'on a jugé utile de faire après ces premières expériences, c'est d'acculturer une équipe à ce que c'est que le numérique. Chacun ayant sa vision du numérique et de comment on peut l'utiliser, eh bien, l'objectif a été de partager une culture du domaine, des outils, des modalités, un vocabulaire aussi, pour qu'on se comprenne, parce qu'il y a des anglicismes, il y a des acronymes, il y a beaucoup de choses dans le numérique qui font que la communication n'est pas toujours facile, et que des fois on utilise un mot mais on ne le comprend pas de la même manière. Donc ça, c'est vraiment une étape qui me paraît importante. Ensuite, l'autre point, bien sûr, je ne reviens pas sur l'accompagnement de la mise en œuvre, parce que bon, c'est vraiment indispensable, ça va de soi. La co-construction est évidemment aussi, c'est un sujet essentiel et je ne redéveloppe pas ce que tu as développé. Mais par contre, il y a deux écueils aussi qu'on a remarqués. C'est que le formateur, il peut avoir la sensation, quand on prend un outil sur le marché, que ce soit d'ailleurs un outil de création ou un outil avec des contenus sur étagère, il peut avoir deux impressions. La première, c'est de perdre son autonomie sur les outils qu'il utilise dans le déploiement de ses propres formations. Si par exemple l'organisme de formation achète des contenus sur étagère fort chers pour remplir des objectifs, eh bien peut-être que le formateur qui avait sa façon de faire avant, avec d'autres outils que des outils numériques, va sentir comme une violence le fait qu'on lui dise non, finalement, à partir de maintenant, ça n'est plus ton contenu qu'on va utiliser, c'est le contenu décidé par l'organisme de formation. Il va avec ça le fait que l'organisme de formation va plus maîtriser les ressources qu'il utilise dans le déploiement de ses formations, donc on va contrôler la valeur ajoutée un peu plus.
moi j'ai vu des organismes où un formateur part et on ne sait plus répondre à la demande de la formation en question parce qu'il avait tous ces supports qui lui appartenaient. Et donc il y a vraiment ce sujet à la fois de la propriété des contenus et à la fois de l'autonomie du formateur dans comment dérouler la formation. Si on ne traite pas ça en amont, si on ne l'explique pas clairement, je pense qu'on s'expose à avoir des obstacles très très forts dans le courant du déploiement. Le deuxième truc, c'est que, bien sûr, on nous propose plein d'outils qui permettent d'éditer des contenus. Bon, on va devenir nos propres créateurs de contenu. Alors, certes, quand on va faire du PowerPoint, déjà, on voit les résultats variables suivant les individus qui utilisent l'outil PowerPoint. On va avoir des contenus qui sont super bien faits, puis des contenus qui sont un peu moins esthétiques ou efficaces, par exemple trop chargés en texte, etc. Alors les outils auteurs, en général, permettent bien plus de possibilités et donc permettent aussi des résultats qui sont potentiellement abominables ou merveilleux. Mais quand on est formateur, on n'est pas graphiste. Quand on est formateur, on n'est pas forcément ingénieur pédagogique sur des supports numériques. Quand on est formateur, on risque de se frustrer à utiliser des outils auteurs, non pas parce qu'on n'est pas capable d'utiliser un outil numérique, mais parce qu'on n'est pas qualifié, on n'a pas les compétences requises pour créer un contenu de qualité, entre guillemets, c'est-à-dire peut-être esthétiquement ou peut-être dans le déroulé pédagogique. C'est très différent d'un présentiel, c'est très différent d'une pratique différente. Bon. Donc ces deux sujets-là, pour moi, ont été des obstacles majeurs dans le déploiement des outils que les OF avaient choisis, soit les outils sur étagère, soit des outils de création autonome de contenu. Du coup, Stéphane, je vous laisse évoquer notamment vous ce que vous avez pu mettre en œuvre dans le cadre de votre projet de digitalisation pour favoriser en fait peut-être aussi fédérer finalement les équipes de formateurs autour du projet. Ça, je rebondis sur ce que vient de dire Guillaume. Donc nous, dans le cadre de l'accompagnement par business sur la modernisation des organismes de formation, nous avons pu professionnaliser une équipe de 20 formateurs au niveau de BTP CFA Occitanie, avec qui nous avons travaillé sur 3 thématiques bien définies en amont. Donc la première thématique, c'était effectivement l'évolution du métier de formateur et la posture du formateur nouvelle génération. La deuxième thématique, c'était donc l'accompagnement de ces formateurs à la digitalisation, à la conception. Et la troisième thématique, c'était l'élaboration d'une stratégie de digitalisation pour BTP CFA Occitanie à 3 années. Voilà donc ce que je peux dire de cette action, puisque nous aussi on est dans une période de bilan de l'action, c'est que ces formateurs qu'on appelle maintenant au sein de nos structures des formateurs concepteurs, ils ont été pleinement embarqués dans cette démarche et ils se sont professionnalisés en termes de compréhension de la démarche de digitalisation, acquisition d'une méthode. Effectivement, je rebondis sur ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que ce n'est pas évident de se mettre à digitaliser lorsqu'on a des habitudes pédagogiques et lorsqu'on est formateur, ancré dans des habitudes. Ensuite, ils sont montés aussi en compétence sur le partage de compétences aujourd'hui, et j'en reparlerai un peu plus tard, sur le travail collaboratif, un partage de compétences localement et régionalement. Ils se sont interrogés aussi eux-mêmes sur leur propre stratégie de digitalisation, ce qui nous a permis de les utiliser, d'utiliser ces analyses-là pour être le socle de base d'une stratégie de digitalisation globale au sein de BTP CFA Occitanie. Voilà, donc effectivement, le bilan de cette mobilisation des équipes, c'est qu'on est en mesure aujourd'hui de parler d'un renforcement de compétences, voire même de nouvelles compétences qui sont apparues pour ces formateurs concepteurs. Alors on vient de l'évoquer, ils sont scénaristes, ils sont presque écrivains, ils sont inventeurs, ils sont créateurs, ils sont agiles, ils s'auto-forment, ils travaillent en équipe. Ils développent la créativité et ça, c'était forcément des compétences qu'ils ne développaient pas auparavant. Merci Rodolphe. Alors oui, quand on décide avec des équipes d'embarquer les équipes pour digitaliser, bien sûr ça fait peur. Les équipes ont peur.
Mais elles ont peur et derrière, on se rend compte qu'elles obtiennent du confort. Un confort de travail, un confort pour animer des séances pédagogiques. Alors, tout part effectivement, de la stratégie qu'on a mis en place. Pourquoi on digitalise? Et là, il faut vraiment parler avec les équipes. Pourquoi on le fait? Et chaque entreprise a sa propre stratégie. À savoir, est-ce qu'on fait du full learning ou est-ce qu'on fait de la classe distancielle, accompagnée, avec un certain pourcentage? Ça appartient à tout le monde, à chaque entreprise, à chaque organisme. Et de là découlent les choix communs que font les formateurs, les équipes pédagogiques sur la plateforme LMS. Donc c'est pas nous qui choisissons vraiment la direction qui choisit la plateforme, mais c'est vraiment les équipes qui choisissent et qui s'embarquent là-dedans. On a passé 8 mois à embarquer les équipes. Il y a 17 formateurs qui sont embarqués et travaillés dessus, à raison de 2 demi-journées par semaine, ce qui était énorme. À la fin, on arrive quand même à 410 jours formateurs, au bout du compte, pour avoir une production. On se rend compte que la digitalisation, c'est quand même très long, c'est très très exigeant, mais c'est aussi flatteur. Parce qu'on arrive sur des cours qui sont très très exigeants, beaucoup plus que du face-à-face. On ne peut pas se permettre d'écrire comme on parle à la volée, ce qui se fait. Donc, là-dessus. Et les formateurs sont vraiment embarqués. On se rend compte aussi que si on a différents secteurs, je pense que vous l'avez remarqué aussi, mais il y a des caissons étanches qui se font entre les différents sites. Et là, on fédère les équipes parce qu'elles travaillent ensemble. Et toutes les équipes, que ce soit sur les différents sites, que ce soit à Montpellier, Perpignan ou autre, là, on fait un réel travail d'équipe à distance. Et ça construit, ça co-construit. Et effectivement, le résultat n'en est que mieux. Merci. Du coup, vraiment favoriser l'évolution du métier de formateur, il y a un atelier également qui se tient du coup en même temps que celui-ci. Il y aura un replay des différents ateliers avec des comptes rendus. Ce sera aussi l'occasion pour vous de creuser un peu la question. Là, on l'évoque rapidement, mais il y a un atelier aussi qui est dédié à cette question. Donc voilà, vous pourrez aussi jeter un œil à l'issue de l'événement. Une dernière question avant de passer du coup à vos questions dans l'audience en présentiel et en distanciel sur justement l'appropriation et la réception en fait de ces nouveaux outils par les apprenants. Quelle a été du coup votre expérience? Donc Guillaume, je vous laisse peut-être commencer là-dessus. Oui, d'après notre expérience, je vais enfoncer un peu des portes ouvertes. Je pense que je ne vais rien dire d'extraordinaire, mais on a eu tendance au départ à utiliser l'outil sans penser à la cible. C'est-à-dire qu'on s'est dit, un apprenant, il va faire ça. Mais oui, mais quel apprenant? Il va vivre telle expérience. Mais d'accord, mais est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il a envie de vivre telle expérience? Donc petit à petit, on a commencé par développer ce qu'on pensait être des modules adaptés à notre public d'apprenants. Et on s'est vite rendu compte qu'on n'avait pas bien analysé notre cible, nos cibles. On avait plusieurs cibles. On avait imaginé une cible, nous, que tout le monde apprécierait la même chose, les mêmes modalités, les mêmes outils. En réalité, on a eu plein de cibles différentes. On a eu d'autant plus de cibles que tout d'un coup, donc on s'est adapté à nos cibles. On a eu des cibles en formation initiale, professionnelle, des gens qui étaient encore à l'école. On a eu des cibles d'adultes qui avaient parfois 20 ans de métier ou 30 ans de métier et qui soit n'étaient pas allés à l'école, soit avaient eu une formation très lointaine, ils ne se souvenaient plus de certains concepts, ils en avaient besoin pour évoluer dans leur métier. Et puis ensuite, on s'est adressé aussi à des formateurs. C'est-à-dire que là, on maîtrisait la pédagogie dans ces cas-là, mais aussi on a mis notre outil à disposition d'organismes de formation qui l'utilisent pour faire leur propre formation. Et donc, on a eu affaire à des gens extérieurs à GrainsUp, à Programme Pi, qui mettent en œuvre nos modules numériques. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi une question d'adaptation aux différents types de formateurs à qui on remettait notre outil numérique. Donc, en réalité, on a eu une double adaptation à faire à partir d'un schéma un peu simpliste qu'on avait en tête. On a vraiment dû tenir compte de nos cibles et de nos utilisateurs,
formateur-tuteur. Alors très simplement, pour les maths, nous, on a mis en œuvre des choses un peu particulières. On a essayé d'éviter tous les codes de l'enseignement classique des mathématiques, donc le vocabulaire, la façon d'aborder des sujets. On a détruit tout ce que l'éducation nationale, moi j'ai appris à l'école, j'étais un bon élève en maths, et j'ai appris d'une manière, et donc j'ai essayé de me dire, ben voilà, on va essayer de casser toute la manière dont on a appris à l'école et d'approcher les choses d'une manière totalement différente. Et ça marche un peu pour toutes les cibles qui ont besoin de nous. En revanche, on a mis en place de l'humour. Alors l'humour, c'est pas universel, hein. Il y a plein de types d'humour, etc. Donc on s'est dit, on va mettre de l'humour en place, et ça plaît à certains, d'autres le voient pas, parce que c'est des choses assez subtiles qu'on a mises, mais on peut aller cliquer à des endroits, tout d'un coup il y a un truc qui apparaît, bref, on a essayé d'utiliser l'humour. On a ancré dans la vie quotidienne la plupart de nos modules, pour donner un peu de sens, leur métier ou vie perso. On a essayé de solliciter le maximum de sens en suggérant des activités aux personnes qui suivent les modules pour mettre en œuvre les concepts. Bref, on est toujours en train de trouver des trucs, hein, voilà, mais à ce stade, on a pris conscience que nos modules devaient, parfois en plusieurs versions même du même module, devaient être capables de s'adapter à nos interlocuteurs beaucoup plus finement. Ensuite, dernier point, ça c'est à l'intérieur de chaque module. Par exemple, je vais parler d'un module concret, module sur la proportionnalité par exemple. Donc là, on a plusieurs façons d'aborder la proportionnalité, on a plusieurs modules, et c'est le formateur qui décide duquel il va utiliser en fonction du public qu'il a en face de lui. On a aussi l'individualisation du parcours, c'est-à-dire qu'à partir d'un positionnement, on a 130 modules, on va pouvoir faire le parcours de formation que l'on souhaite à partir de ces 130 modules, à partir de la compétence qu'on veut, l'enchaînement qu'on souhaite, les conditions qu'on souhaite pour passer d'un module à un autre, si jamais il y a un tout petit peu d'autonomie. Voilà, donc c'est passer d'un monde simple dans nos têtes à un monde très complexe en fait dans la réalité. Et tout ce que le numérique nous aide à faire dans ce sens-là est assez précieux, parce que ça aide le formateur aussi. Ça élargit les choix du formateur en proposant des modules qui disent clairement bah, moi je suis plutôt adapté à tel public, moi je suis plutôt adapté à telle modalité. Voilà. Mais c'est un long processus. Enfin en tout cas pour nous ça a pris 5 ans, hein, et on n'a pas fini, on continue. Merci. Bertrand, je vous laisse du coup évoquer notamment voilà, le taux d'appropriation de l'outil qu'il y a pu y avoir au départ et comment du coup vous avez pallié à ça. Oui. En effet, la partie onboarding des apprenants, quand on propose un outil numérique est vraiment crucial. Surtout, alors nous dans nos premières phases, c'était un outil qui venait en complément de la pédagogie, mais qui n'était pas forcément inscrit dans les maquettes pédagogiques de nos partenaires. Du coup, il y avait une annonce par email qui était juste envoyée, un seul email en plus dans la première version, et on a eu de l'ordre de 12% de taux d'adoption par la simple entre guillemets curiosité des apprenants. Et à partir de cette première statistique absolument catastrophique, on s'est dit comment on va pouvoir faire adopter un outil à différents publics. Et là, je rejoins Guillaume en effet sur le sujet. Nous, on s'adresse à des publics qui ont entre deux familles de publics, les 15-25 ans, puis après des publics plus âgés. Et sur les 15-25 ans, en fait, la communication, elle est encore sous-segmentée et sous-divisée pour arriver justement à les faire venir sur l'outil. C'est une question de vocabulaire, c'est une question de contenu textuel qui doit être plus ou moins réduit ou plus ou moins adapté, une grande question de graphisme et de visuel pour les attirer, pour leur montrer quelles sont les valeurs les notions qu'ils vont pouvoir aborder. Donc on essaye de beaucoup mettre en parallèle des exemples de ce qu'ils vont pouvoir découvrir à travers l'outil.
plus largement, le temps présentiel pour faire adopter l'outil digital, du coup, est vraiment une grande nécessité. En parallèle du développement tech, nous, on avait travaillé justement sur l'aspect d'un atelier très ludique autour d'un serious game pour faire prendre conscience de l'enjeu sociétal et de cette problématique. Donc c'est vraiment un temps entre 1h30 pour les publics les plus à l'aise sur le sujet et jusqu'à 3h pour les publics les plus éloignés de notre problématique. Et du coup, on fait un vrai atelier d'intelligence collective où on leur distribue des cartes, ils réfléchissent ensemble à ce système de pensée complexe que peut être l'information, comment fonctionne l'appareil médiatique. Ça, beaucoup de gens l'ignorent en fait sur leur pratique informationnelle, quel est l'enjeu de la distribution à travers le digital. On fait des petites expérimentations, par exemple, on fait chercher une même information à 2 personnes sur un moteur de recherche et ils s'aperçoivent qu'ils ont 2 résultats de recherche différents. C'est la problématique des bulles de filtre, donc la façon dont les algorithmes nous apportent l'information. Et par cette prise de conscience, par cet atelier présentiel, à la fin de l'atelier, quand on explique quelle est la finalité de l'outil, on arrive à des taux d'adoption entre 80 et 95% de notre application. Donc l'onboarding passe en grande partie chez nous par un temps présentiel. Alors soit on peut le faire nous, c'est-à-dire qu'en tant qu'éditeur de solutions, on a une partie OF où on vient faire les animations nous-mêmes, ou on forme les organismes à ces outils pour justement être beaucoup plus en autonomie dans le déploiement de l'outil pédagogique et dans l'accompagnement. Au-delà de ça, ce qui marche vraiment, c'est la mise en place dans la maquette pédagogique d'une évaluation à travers l'outil numérique. Et en l'occurrence, comment on peut avoir une partie de l'évaluation, en l'occurrence chez nous la mise en pratique, qui se fait grâce à l'outil numérique. Et forcément, in fine, les apprenants se connectent et utilisent l'application pour pouvoir obtenir leurs notes. Ça a été un passage un petit peu obligatoire. Moi, je ne suis pas du tout là pour fliquer l'utilisation de l'application, mais on s'est rendu compte que pour le développement des compétences et pour l'acquisition de nos 5 blocs de compétences, on a dû passer par une phase interactive avec des quiz pour valider les notions et l'obtention des points pour la mise en pratique. On bloque un scoring en fait avec un nombre de points maximum par jour, et à la fin de l'année, s'il faut atteindre un certain nombre de points pour obtenir une note ou un critère d'évaluation, eh bien on peut comme ça moduler la régularité et l'assiduité à faire pratiquer l'outil. Et ça, c'est un grand enjeu quand on déploie un outil numérique, c'est comment on s'assure de l'assiduité de l'apprenant à utiliser l'outil. Et en l'occurrence, il y a plusieurs solutions, que ce soit à travers la gamification, les scorings et les outils d'accompagnement présentiel. Merci beaucoup pour ces retours d'expérience. Je vais laisser la parole aux personnes, donc du coup, peut-être en distanciel. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais qu'il y avait des questions sur les ressources. Je vous parlais tout à l'heure des replays, des comptes rendus. Ce sera disponible du coup sur le site du Cariforef Occitanie. Voilà. Du coup, peut-être des questions dans la salle. Vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. Les intervenants sont là pour y répondre. L'idée, c'est de vraiment profiter. Oui, monsieur? J'avais une question. Oui. Pascaline passe le micro. Oui, bonjour. J'avais une question en fait concernant les outils que vous utilisez. Vous avez effectivement évoqué que vous étiez parti sur 32 outils pour en arriver sur 9. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces 9 outils, puisqu'ils concernaient de la mise en commun, de l'évaluation et de la création pédagogique? C'est sa création. Donc sur la création des médias, donc on avait comme outil utilisé donc Thinking. Stéphane, n'hésitez pas à utiliser le micro, s'il vous plaît. Merci. Excusez-moi. Donc sur la partie création de supports et de médias, donc on était sur l'appropriation des outils comme Thinkling, Genially.
sur les outils Powtoon aussi, sur les outils de collaboratifs. Donc on était sur MindView, on a aussi déployé l'outil Teams sur notre réseau. Et sur les outils d'évaluation, donc Kahoot, Socrative, voilà. Non, c'était tout, merci. Enfin, j'en utilise certains justement déjà. Donc, Ouais, ouais. très bien. Alors je sais que on a lancé, nous, là, au niveau il y a quelques temps, là, il y a un plan de formation sur l'outil Geniali, qui semble être l'outil qui fait l'unanimité auprès de nos formateurs concepteurs. Très bien, merci. Et j'avais peut-être une question pour monsieur de Grenzup. Donc en fait, moi j'accompagne un public qui est en situation de handicap, des jeunes adultes de 16 à 30 ans, notamment des multidys, donc comprenant des dyscalculiques, troubles du spectre autistique et autres. Et est-ce que justement vos solutions, comme vous disiez, c'était pour des personnes qui reprenaient les maths peut-être à partir de zéro, est-ce que vous avez déjà eu à les tester sur ce genre de public ou autre Oui, on a fait des tests. Alors, on n'a pas conçu nos outils pour ça, pour cette cible-là. Comme beaucoup de choses. Ouais, voilà, mais bon, après, ça peut rentrer dedans. Ça peut rentrer dedans. Alors, en réalité, on a fait des tests dans des filières éducation nationale, des classes Ulysse, par exemple. Voilà. C'est totalement le public. Et en fait, donc on est dans une classe test à Limoges, là, où il y a 19 élèves, je crois. Et ils ont des résultats assez intéressants parce que d'abord il y a l'outil numérique qui fait que... Alors ils l'utilisent en présentiel souvent, c'est les professeurs qui déploient les modules en classe et qui interrogent leurs élèves, et puis ensuite ils passent sur les ordinateurs et puis ils le refont eux-mêmes, et ils ont pas mal de réussites, ils sont assez contents du résultat, et du coup on a même développé des modules pour eux. Donc modules qui font le maximum qu'on peut faire dans un module numérique pour le rendre accessible. Donc ça veut dire, on a écrit plus gros, on a mis des sous-titrages partout, tous nos modules, il y a de la voix off. De toute façon, pour dire les choses, c'est doublé par du texte. On appuie tous les messages par de l'animation tout le temps. Donc voilà, on se donne le maximum de chances de compléter l'action du professeur. Ça marche pas mal. Alors, personnellement, c'est une expérience qui est trop réduite pour en tirer des conclusions sur ce qu'il faudrait faire en plus, en moins, etc. Non, mais au moins déjà ça a été commencé. Oui, ça peut donner une indication. Et c'est plutôt un succès. Nous d'ailleurs, j'ai intégré quelqu'un récemment qui est très sensible à ces sujets-là, pour des raisons personnelles, comme je le suis aussi. Et on envisage peut-être de créer un module avec des partenaires qui essayent de répondre au mieux à cette cible-là. En adaptant un de nos modules par exemple ou pas. Donc si un jour vous êtes intéressé sur un sujet précis qui est dans Programme Pi, ça pourrait peut-être nous intéresser. Très bien, ok, très bien, je vous remercie. Merci. N'hésitez pas à vous présenter quand vous prenez le micro comme ça. Oui, bonjour, donc Passion Co, chargé d'études chez Défi Métiers, donc le Carif Oref francilien. Moi j'avais 5 questions. Je ne sais pas si on aura le temps. Je suppose que vous allez répondre au fur et à mesure. Je pense. Alors, je vais être volontairement provoquant, mais c'est dans un but constructif. Donc, ma première question, c'est alors, on sent, au niveau de vos 4 interventions, une espèce de positiviste en fait ambiant. Est-ce que moi, ma question en fait, c'était de savoir est-ce que vous avez interrogé en fait la plus-value du numérique par rapport aux apprentissages? Est-ce que vous avez des exemples concrets en fait à nous donner par rapport à ça en fait? Parce qu'on a l'impression que le numérique c'est tout beau, c'est tout bien, mais il y a certains effets de médiation en fait qu'on connaît et d'autres qu'on ne connaît pas, et qu'il faut interroger. Vous avez raison. Moi personnellement, je suis très critique sur ce qu'on fait. Voilà. Donc je vous dis, je vous ai parlé surtout d'écueils aujourd'hui. Je ne vous ai pas parlé de succès massif. Moi, je trouve que utiliser à bon escient, dans Programme Pi, on a abandonné plein de choses qu'on pensait faire parce que ça marchait pas. Voilà, tout simplement. Parce que soit c'était mal fait, soit parce que le support n'était pas adapté. Donc en fait, c'est une ingénierie permanente d'amélioration continue qui fait que l'outil numérique
va apporter une plus-value pédagogique au bout du compte. Et en fait, c'est en coproduction la valeur ajoutée du numérique avec le formateur. C'est-à-dire que c'est pas intrinsèquement, le module en lui-même n'a pas une valeur ajoutée. Il a une valeur ajoutée s'il est utilisé d'une certaine manière par le formateur. C'est-à-dire que malheureusement, moi c'est ce que je dis toujours, notre qualité, la qualité, notre objectif c'est d'être efficace pédagogiquement. Notre qualité, elle dépend de celui qui nous met en œuvre. Donc on a des formateurs internes, et là on maîtrise un peu plus la façon dont on est mis en œuvre, et donc on maîtrise un peu plus, on mesure les progressions avec notre outil. L'avantage du numérique, c'est qu'on peut mesurer plein de choses. Donc on peut mesurer, nous, les progressions. Par contre, dès qu'on est entre les mains, je vais vous donner un exemple concret. On a fait un partenariat avec un organisme de formation et le formateur ne faisait que des retours négatifs sur la mise en œuvre de Programme Pi. Et un jour, j'y suis allé parce que je voulais voir quand même. Je me disais, les apprenants n'aiment pas ça, c'est rare quand on a ces retours-là, donc ils n'aiment pas ça, le formateur en a marre. Bon, ok, on va voir. Le formateur, donc, il faisait ses cours de maths dans le domaine commercial. Et puis, il disait, très bien, bon, alors les gars, demain, rendez-vous 8h. De 8h à midi, vous avez des modules numériques. Il prenait dans la bibliothèque de Programme Pi tous les modules qui étaient en rapport avec le commerce. Il les mettait tous, il y en avait 12 ou 13, et il leur disait, vous avez 4 heures pour tous les faire. Donc les gens, au bout d'une heure, ils en avaient plein de dos, ils avaient les yeux comme ça, donc voilà, un exemple qui dit que le numérique, si c'est mal utilisé, ça produit rien du tout de bien, quoi. Donc je vous suis tout à fait. C'est des réglages, c'est en fonction de l'objectif et de la cible. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Est-ce que j'ai le droit de continuer sur mes autres questions ou est-ce que Allez-y. Encore une, on verra s'il y en a d'autres, et puis sinon, vous continuerez. D'accord. Alors, ma question suivante, c'était de savoir, justement, vous parlez d'outils numériques. Alors, c'est des outils pour faire quoi exactement? Est-ce que c'est pour produire de la vidéo? C'est pour produire du podcast? C'est pour produire des animations? C'est pour de la réalité virtuelle? C'est pour faire quoi, en fait, les outils que vous avez évoqués? La question s'adresse à vous quatre. Déjà, je peux répondre à notre niveau. Donc, les outils, en fait, essentiellement, dans un premier aspect, c'était pour enrichir le présentiel. Voilà, donc on a utilisé des outils permettant de faire du présentiel enrichi. Et ensuite, donc, dans le cadre de l'accompagnement, effectivement, nos formateurs concepteurs continuent à monter en compétences pour effectivement réaliser des podcasts, des vidéos. Voilà, proposer des solutions synchrones, asynchrones, voilà, distancielles. Donc on élargit un peu le panel, et effectivement c'est ce que j'allais vous répondre, mais c'est que effectivement la plus-value de l'outil numérique passe par une véritable analyse des besoins. Effectivement, un outil digital aura une plus-value lorsqu'il apportera des solutions supplémentaires à nos pratiques, et il permettra de se poser les bonnes questions, c'est-à-dire effectivement quel public on cible, quel niveau on cible, quel contenu pédagogique on cible. Est-ce qu'on essaie de digitaliser des contenus qui sont transverses, des contenus interdisciplinaires, voilà, donc ça passe par effectivement une analyse fine et de ne pas partir un peu comme ça dans tous les sens sur la digitalisation. C'est très bien que vous parliez de contenu justement pédagogique, ça fait le lien avec ma question suivante. C'est de savoir... Juste une dernière, après on en a une du chat. Alors c'est la dernière. Alors est-ce que vous avez senti un type de contenu qui est plus adapté à un format d'outil numérique, en fait? Est-ce qu'il y a un type de savoir qui est adapté plutôt, que vous pensez plutôt adapté à la vidéo, à l'audio? Est-ce que vous avez des expériences de ce type-là? Par exemple, alors, excusez-moi, mais je ne vais pas monopoliser la parole trop longtemps. Par exemple, un type de contenu qui pourrait répondre à la création de podcasts ou de vidéos, c'est justement, on a des publics, nous on forme au métier du bâtiment et des travaux publics, et on a certains publics qui sont éloignés du digital, et qu'il faut accompagner, qu'il faut former, qu'il faut acculturer. Et donc là, nos formateurs créent justement des outils de vidéos et de podcasts sur l'accompagnement de ces publics-là à l'outil numérique. Après, notre exemple, puisqu'on est dans les métiers de la construction, on a identifié, nous on a une discipline qui se situe entre l'enseignement général et l'enseignement professionnel qui s'appelle l'étude des constructions.
Et on a souvent des parcours justement qui ont été raccourcis, des parcours en un an, où on a des publics qui n'ont jamais fait d'études de construction, quel que soit leur niveau, hein, même des jeunes qui arrivent de chez nous avec un bac plus 4. Hein. Donc en une année, on doit leur donner toutes les bases de tout ce qui concerne l'étude des constructions. L'analyse des plans, la maquette numérique, le 3D, le BIM, etc. Et donc nos formateurs d'études de construction ont ressenti le besoin de digitaliser une partie de contenu pour rendre leur formation encore plus adaptée à leurs besoins et être plus efficient dans ce qu'on peut leur proposer. Merci. Je peux peut-être juste compléter cette réponse. Au-delà du support vidéo, podcast, etc., il y a la question de l'outil, de quel support on va utiliser. Nous, par exemple, quand on a travaillé sur l'éducation aux médias et à l'information, dans nos premières consultations, on a beaucoup parlé avec des jeunes, avec des établissements, et notamment on a eu dans une démarche une consultation avec une université. Ils nous disaient, nous, les jeunes ne pratiquent pas l'information et pourtant on leur met à disposition une base de données qui est dans la bibliothèque universitaire à travers un outil numérique et ils ne l'utilisent pas. Donc en l'occurrence, c'est une base d'accès à l'information. Et quand on a questionné l'usage des jeunes, ils nous ont dit, déjà, personne ne nous avait communiqué l'information, plus ou moins. Et après, c'est la question du support, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la génération qu'on souhaite adresser chez Be My Media, on se rend compte qu'ils sont tous sur leur smartphone, qu'ils sont jamais dans la bibliothèque universitaire et que du coup le support qui devait être utilisé pour leur apporter ces contenus devait être leur smartphone, c'est-à-dire ce qu'ils ont dans la main toute la journée. Et c'est à partir de cette étude d'usage qu'on a pu redévelopper justement l'accès à des plateformes et nous-mêmes notre propre plateforme pour leur faire pratiquer l'information. Et pour rebondir aussi sur votre première question, sur les modalités pédagogiques, chez Be My Media, évidemment, c'est pas, il y a beaucoup d'échecs, il y a beaucoup de choses qui sont remises en question, mais par exemple sur la pratique de l'information, dans l'éducation aux médias et à l'information, quand on avait des cours relativement descendants avec quelques exemples qui étaient pris et un TP de 1h30 qui permettait de faire lire à des étudiants et comparer une vingtaine de sources et lire une dizaine d'articles à travers notre programme. À la fin d'une année scolaire, on a fait lire en moyenne 450 à 600 articles aux étudiants. Donc le support digital pour, en l'occurrence, la pratique de l'éducation aux médias et à l'information et la mise en pratique est vraiment nécessaire à travers le numérique et c'est un cas de succès, entre guillemets, puisque par rapport à du présentiel, eh bien, on a un niveau d'utilisation bien supérieur et un apport du coup de pratique supérieur. Juste un petit complément, on va se compléter jusqu'à ce soir. Un petit complément. Nous, par exemple, on avait décidé que l'interaction, c'était important pour apprendre dans Programme Pi. Donc, on s'était dit, il faut absolument qu'il y ait de l'interaction et il faut absolument que les apprenants aient des choses à faire sans arrêt. Et donc, du coup, on s'est dit, très bien, mais le degré d'interaction qu'on veut mettre en œuvre, il est très fin et il faut un écran suffisamment grand pour pouvoir le faire confortablement et qu'on puisse réaliser ce qu'on veut faire. Et donc on s'est dit, à l'inverse exactement de Be My Media, on s'est dit, non, nous, on va plutôt privilégier l'ordinateur portable ou la tablette ou l'ordinateur de bureau, parce que sinon, notre efficacité pédagogique, elle n'est pas aussi bonne qu'on l'espérerait. Il se trouve que la plupart de nos clients sont dans la formation initiale, ont des salles informatiques, ont tout ce qu'il faut pour déployer ça sur des écrans suffisamment grands. Donc ça colle avec notre clientèle et son équipement. Mais voilà, on peut être consultable sur smartphone, mais on a sélectionné nos contenus qui sont consultables sur smartphone en fonction de leur degré d'interactivité et de leur finesse pédagogique, ce qui fait qu'on ne peut pas tout consulter sur smartphone. Voilà, un autre exemple. Merci. On a quelques questions dans le chat, notamment, je ne sais pas si c'est le cas peut-être de l'OFIAC ou de BTP CFA, si vous travaillez notamment avec des formateurs indépendants sur la question justement comment les associer en fait dans la construction des outils numériques. Alors je ne sais pas si l'un d'entre vous pourrait répondre.
Sur les formateurs indépendants, nous, on en a très peu déjà. Et les quelques-uns sont intégrés parce qu'on les connaît depuis longtemps. Donc, ils intègrent les équipes et ils intègrent l'outil numérique. Donc, il n'y a pas de barrière. Je dirais que c'est la même chose quand un nouveau formateur rentre. C'est un peu la même question. Quand il y a un nouveau qui arrive, il y a une prise en main de l'outil et après on se met dedans et on œuvre avec les autres équipes. Merci Stéphane. Super. Alors il y avait une deuxième question, je regarde juste le chat. Ah oui, alors c'était sur la question du coût justement des outils, on l'a évoqué tout à l'heure peut-être assez rapidement, une question du coup d'une personne qui demandait si ça existait des groupes pour mutualiser le coût des outils en fait, donc entre organismes de formation. Est-ce que vous avez peut-être plus largement sur la question du coût, mais voilà, une idée sur cette question? Alors le coût des outils, ça dépend tout à fait de la stratégie qu'on va mettre en œuvre. Qu'est-ce qu'on veut en faire de cette plateforme? C'est pas un coût unique. Alors il y a des open source où effectivement on a des plateformes qui sont entièrement gratuites. Il y en a qui coûteraient 50 000 € par an et il y en a qui coûtent 5 000. Donc c'est pas une question. Je pense pas que ce soit une bonne clé d'entrée de savoir. Alors des mutualisations, oui. Les open source sont mutualisés, par exemple. Ça a déjà été testé, les Dokios, les Moodle sont des open source. Mais ce n'est pas la véritable clé d'entrée. Qu'est-ce qu'on veut faire avant tout de cet outil, avant de parler d'argent? Qu'est-ce qu'on veut? Quel est le projet? Le projet initial, il est comment? Et après, comment on s'équipe d'outils? Parce qu'il y a la plateforme et après les outils. Il y a des outils en open source qu'on peut utiliser. Il y en a d'autres qui sont payants. Il y en a des moins chers que d'autres. Mais c'est compliqué comme question. C'est pas compliqué parce que c'est humain, mais ce qui est dur, c'est de se dire tiens, combien ça coûte? Voilà. Alors, mais quel est le projet? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? N'hésitez pas. Sinon, monsieur, je me souviens plus de votre nom. Mais si vous souhaitez, peut-être laisser... Non, il n'y a pas d'autres... Ok. Alors, dernière petite question provocante. Avec la digitalisation vient naturellement, il me semble en tout cas, une question. C'est la question de peut-être d'une industrialisation en fait de la formation. Qu'est-ce que vous en pensez en fait? Oui, alors il va de soi que chaque organisme de formation ne peut pas développer un programme PI. C'est-à-dire que, je prends notre exemple, c'est-à-dire que si, par exemple, le Greta de je sais pas où, de Grenoble, veut avoir un outil pour réenseigner les mathématiques à ses apprenants, ça coûte 300 000 € à développer, plus tout l'investissement dans la technique, mettons 600 000, voilà, sur 5 ans. Plus des prestations, etc. Donc c'est un investissement qui n'est pas à la portée de chaque organisme de formation. J'imagine que c'est pareil pour MyMyMedia. Donc la plupart des offres qui sont créées, bien qu'elles soient, on peut qualifier ça de industrialisées, elles offrent en elles-mêmes la possibilité de personnalisation. C'est-à-dire que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a industrialisé la production de plein de modules. Tous les organismes de formation qui vont souscrire à Programme PI ou à MyMyMedia ont accès potentiellement au même contenu, mais c'est l'usage qui est fait de ce contenu qui peut différencier chaque organisme de formation. C'est pour ça qu'on forme les formateurs, parce que justement, on n'a pas envie d'être utilisé par des gens qui nous utilisent mal, qui n'adaptent pas les contenus à leur public, aux modalités les plus efficaces, etc. Donc notre intérêt, nous, c'est pas d'être considéré comme une solution industrielle, c'est d'être considéré comme une solution qui offre une multitude de possibilités de personnalisation et d'individualisation. Et c'est bien la raison pour laquelle, à chaque nouveau client, on propose, quand on achète un certain nombre de licences, on propose un module gratuit, fait sur mesure pour eux, qui va rejoindre la bibliothèque des contenus et qui va traiter, par exemple, un nouveau métier pour nous, et que le client aura à disposition gratuitement. Donc il va le coproduire avec nous, ce qui fait qu'on enrichit le champ des possibles en termes de mise en œuvre,
de secteurs, de modalités, etc., avec la complicité et l'expertise de nos clients. Voilà, donc c'est oui et non, pour répondre court. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? D'autres réactions? Moi, j'en ai une petite, du coup, pour Rodolphe. On en avait discuté, je pense que ça peut être intéressant aussi de le partager ici, sur les effets inattendus du digital. On avait parlé notamment voilà, des groupes qui étaient d'apprenants, qui étaient sur des sites différents, et avec le digital, on avait du coup cette possibilité voilà, de créer des ponts entre des promos qui ne se connaissaient pas forcément. Oui, en effet, il y a des effets, on ne s'y attendait pas avant. On a testé quand même d'avoir 2 groupes qui sont entrés en même temps, qui n'étaient pas si nombreux que ça sur les 2, mais ça arrivait à une vingtaine quand même, il y a une vingtaine d'apprenants, qui étaient sur Nîmes et Montpellier. Et en fait, ils ont travaillé ensemble. Jusqu'à présent, c'était des caissons étanches. Les stagiaires de Montpellier ne connaissaient pas ceux de Nîmes. Il y avait des caissons. Et là, ils ont œuvré ensemble, ils ont travaillé. Et on s'est rendu compte que ça a créé une mobilité professionnelle. Parce que les bassins d'emploi ne sont pas les mêmes. Mais on s'est dit, tiens, il y a une ouverture. Et dans tous les modules de recherche de stage, de recherche d'emploi, il y a eu une réelle mobilité professionnelle qui s'est créée. Et des gens qui ne seraient jamais connus en présentiel se connaissent et continuent à se contacter. Donc ça, c'est quand même un effet positif qu'on n'avait pas perçu au démarrage. Vraiment, on ouvre, c'est l'ouverture, on rompt toute cette caisse étanche, un groupe fermé dans une salle. Non, là c'est ouvert. Allô, allô, c'est bon. Merci beaucoup pour ces échanges. Je vous propose de conclure ici avant de nous retrouver pour la conclusive de l'événement. Donc il y a plusieurs idées fortes qui ont été mises en exergue au cours du coup de cet atelier, à la fois sur les objectifs en termes de pédagogie derrière la digitalisation des outils, pour permettre l'accessibilité des publics, l'individualisation des parcours, la personnalisation, favoriser aussi l'attractivité des formations et l'engagement des apprenants. On a évoqué aussi les critères de sélection dans les outils, parce que comme on le disait, il y a beaucoup d'outils et comment on fait pour les sélectionner, quelle est en fait la stratégie derrière, quels sont nos objectifs avant de penser outils. Il s'agit de penser stratégie, projet et public cible. Et on a aussi évoqué la nécessaire mobilisation des équipes et leur intégration en fait dans la co-construction des outils. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Comme je vous le disais, on retrouvera donc les comptes rendus et les replays des différents ateliers sur le site du Cariforef Occitanie. Avant de rejoindre l'amphi Pasteur, du coup pour la conclusive de l'événement qui aura lieu à 16h, je souhaitais laisser le mot de la fin à nos intervenants. Est-ce que vous avez quelques derniers mots à donner à nos participants ici pour les inciter au passage à l'action en fait dans leur projet de digitalisation? Je vais commencer du coup la conclusion. En premier lieu, je pense que c'est vraiment une question de pédagogie et le pourquoi. Pourquoi on veut digitaliser, qu'est-ce qu'on veut digitaliser, quel objectif on veut atteindre. Et au final, l'outil reste un moyen et c'est le comment de la solution. La vraie problématique, c'est de se poser sur les problématiques pédagogiques, sur l'intégration des bons contenus et des bonnes pratique entre guillemets, et ça c'est le métier de la pédagogie, et l'outil doit venir en tant que moyen pour
compléter et permettre cette pédagogie, mais c'est avant tout la pédagogie qui fait la qualité de la formation et de l'enseignement. Donc le mot de la fin, ma conclusion, c'est alors l'outil digital doit vraiment répondre à nos besoins et nous devons prioriser d'une part l'accompagnement et la formation de nos équipes et ensuite favoriser le travail collaboratif. Le travail collaboratif et de co-construction, ça a été un des premiers constats dans notre processus de digitalisation, c'est la mise en place d'un travail vraiment collaboratif, d'analyse, de co-construction, de mutualisation de nos pratiques, de nos supports, d'harmonisation. Voilà, donc c'est le point qu'il faut retenir, que nous retenons nous au niveau de BTP CFA Occitanie sur la digitalisation. Moi, je dirais que la digitalisation dans les organismes de formation, c'est incontournable. On n'a plus le choix. Donc, on peut tourner les questions dans un sens. Non, on n'a plus le choix. On doit permettre l'accès au digital à tous nos apprenants. Si j'ai quand même deux choses à dire, c'est vraiment la stratégie à mettre en œuvre. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Ne partez pas seul. Faites-vous accompagner. Il y a des programmes pour ça. Mais des programmes qui vont vous donner du rythme, par des pros qui ont un regard extérieur, qui vont vraiment vous dire voilà, dans quelle direction vous voulez aller, comment vous voulez aller, quelle fréquence, et on maintient cette fréquence, sinon à un moment on décroche. Et pour avoir essayé plusieurs fois de partir seul avec les équipes, on a décroché, on n'a pas eu un bon résultat. Là, on commence à percevoir quelque chose et on est loin d'avoir fini. Donc c'est un programme vraiment au long cours, et qui est très chemin faisant aussi, qui s'adapte au fur et à mesure. On ne peut pas dire, tiens, je veux tel résultat. Le résultat, au fur et à mesure, on le découvre. Mais il y a après, pour les formateurs, un confort, et pour les apprenants, c'est quelque chose qui est obligatoire, aujourd'hui. Bon, je conclus la conclusion. Donc l'idée, c'est que l'humour. Pour moi, en fait, le digital, juste pour compléter tout ce qui vient d'être dit, c'est comme le tableau Velleda, quoi, en fait. À une époque, le tableau Velleda, tout formateur comprenait bien à quoi ça allait servir. D'abord, avec les feutres effaçables de préférence, ça c'était la seule difficulté, il ne fallait pas écrire, moi je le fais encore, hein, c'est pour ça que je le dis, avec des feutres indélébiles, et puis ensuite à projeter aussi les PowerPoint sur un... Donc ça c'était assez simple à comprendre. Maintenant le numérique, c'est un champ des possibles qui est très très large, et il n'y a vraiment personne qui en connaît toutes les limites, toutes les modalités, moi j'en découvre tous les jours, chacun ici en découvre tous les jours, des nouveaux outils, des nouvelles façons de... j'ai vu qu'on faisait de l'hypnose il n'y a pas longtemps pour les langues avec l'outil numérique. Voilà, bon, bref. Donc c'est un champ des possibles énorme. Et avant de se lancer, je pense qu'il y a vraiment besoin que tout le monde prenne bien conscience de tout ce qu'il est possible de faire, parce que j'ai vu moi des formateurs pour qui le numérique c'était de la vidéo par exemple. Alors c'est vrai, mais c'est un peu réducteur. J'ai vu des formateurs pour qui le numérique c'était des slides. J'ai vu des formateurs pour qui le numérique c'était des animations hyper compliquées qui coûtent une fortune, ou de l'immersion 3D, et qui n'avaient pas la palette entière dans leur esprit, ce qui fait que le projet peut perdre un peu en richesse et peut être un peu démotivant. Voilà. Donc mon dernier mot, pour moi, ça serait prenez le temps dans un projet comme celui-ci. L'injonction digitalisez-vous est un petit peu brutal et un petit peu sans sens. Hein. C'est pour ça qu'on a besoin de savoir pourquoi on peut digitaliser. Je rejoins mes collègues là-dessus. Mais prenez le temps de bien comprendre ce que c'est que la digitalisation, de savoir tout ce qu'il est possible de faire. Et ensuite, on peut savoir où on veut aller et avec quoi. Voilà. Merci beaucoup.